Good morning, everyone. Bonjour. Good morning, Anna. Good morning, everyone. Good morning. I see we are a nice small group, so that really makes for good engagement and robust conversations amongst us, particularly around just reviewing the crisis situation in the Democratic Republic of Congo, DRC. I want to start by welcoming all of us to this webinar this morning, where we go deeper into just dissecting and delving into what this crisis is, what it entails, who are the actors, and how do we move forward as a region, the Southern Africa region, ICGLR, ECAS, because these are the three regions under which the Democratic Republic of the Congo under. How do we address this regional challenge? How do we address this national challenge? And what is the role of other actors? It could be the African Union, the international community, civil society actors in the DRC and beyond. How do we build solidarity? But most importantly, how do we ensure, amongst other things, that the people of the Democratic Republic of the Congo are safe, they have security, and that their rights are not continuously violated, and that reparations or some form of redress and justice is secured for them. I think from beginning of this year, from end of January this year, we have had a number of challenging issues that have come up in the Democratic Republic of the Congo. We have seen the advancement of the M23 rebel group into a number of towns in the eastern parts of the Democratic Republic of Congo, advancing, taking a territory of some of the key towns in the eastern parts, in the Goma area, and we have seen them basically not abating in the violence meted out, particularly on victims, community members in some of the towns and the cities that they've taken over in the eastern part. But we've also seen a number of actors. Amongst them, we have seen the SADC mission to the DRC. We have seen South Africa. We have seen troops coming from Rwanda. We have seen troops coming from the East Africa community. We have seen the militarization of the support and the approach of member states in trying to address the challenge in the DRC. The unfortunate part is that victims or community members have really been the casualty of this conflict that has been raging on in the Democratic Republic of Congo, leaving scores of community members, scores of people, scores of villagers and villages destroyed, and lives of people have also been taken away, have been taken, with a number of people having been killed as a result of this conflict. Now, as part of the discussions today, we are looking at multiple strategies, multiple approaches, and different fields to address this challenge as we delve deeper into the challenge or the crisis in the Democratic of Congo, looking at this crisis from a human rights perspective, from a transitional justice perspective, but also from a peace and security perspective, because again, the solution cannot be a one-size-fits-all. It has to be a multifaceted solution to addressing the myriad and multi-leveled challenge that we are seeing in the Democratic Republic of Congo. Without much further ado, I welcome all of us to engage robustly in this conversation, to share ideas and solutions, but to really embark on this important process of reviewing the crisis in the Democratic Republic of the Congo. I want to thank our speakers today, who are context experts, who are from the Democratic Republic of the Congo, coming from the academia, coming also from the very communities that have been affected by this community. We are looking forward to hearing your take, and as you mobilize us as continental actors towards finding and proffering solutions, lasting solutions, particularly
to the challenge or the crisis that the Democratic Republic of Congo is currently facing. Thank you. Thank you so much, Anna. I forgot to mention this. This is Anna Muyo, the Executive Director for the Center for the Study of Violence and Reconciliation. We are really glad to have you. We have so far our three panelists, Professor Mutoe Mubiala, Prof. Kilumba, and Ms. Gladys Mokonye. So we're going to start without much further ado by just giving a brief overview of the conflict in the DRC. So the conflict in Eastern DR Congo escalated dramatically on January 27, 2025, when M23 rebels captured Goma, a strategic city of over 1 million people near the Rwandan border. This takeover represents a significant development in a decades-old conflict that has killed hundreds of thousands and displaced more than 1 million people. The M23, a Tutsi-led insurgent group named after a 2009 peace accord, claims to defend Tutsi interests against Hutu militias like the FDLR, which was the former perpetrators of the Rwanda's 1994 genocide. The group has already been profiting from controlling Congo's coltan mining region of Rubaya, generating approximately $800,000 monthly through taxation. So despite Rwanda's consistent denials of involvement, UN experts, the United States government, and France have implicated the country in providing weapons, troops, and command support to the M23, with UN reports suggesting that Rwanda has been exploiting the conflict to extract DRC's mineral resources. The conflict shows signs of regional escalation, with South Africa's president publicly accusing Rwanda's leadership of fueling the violence following the death of 13 South African peacekeepers serving in the SADC mission. Rwanda's president responded confrontationally, questioning the presence of SADC troops in the DRC and raising concerns about direct confrontation between the countries. This regional tension echoes Rwanda's and Uganda's invasions of the DRC in 1996 and 1998, which they justified as self-defense against militias and the pursuit of genocide perpetrators. In addition to the SADC mission, MONUSCO, a UN peacekeeping mission, has been present in the DRC since 1999. The situation underscores the conflict's potential to evolve into a broader regional crisis, necessitating a transitional justice framework that addresses the fundamental grievances driving these persistent hostilities. Today, we are joined by a distinguished panel of experts who will walk us through a comprehensive understanding of this conflict, its impact on victims, and its broader regional implications. We will begin with looking at what drives this conflict. Why does it seem to not go away? This discourse will be facilitated by Prof. Kilomba Somali Adolf. He is a law professor at Université Libre de Grand Lac and Institut Supérieur de Technique Médicale de Bukavu in the DRC. He holds a Doctor of Laws from the Freie Université Brussels since March 2016. He also holds a Master's in Art in International Law and the Settlement of Disputes from the UN-mandated University for Peace in Costa Rica. Prof. Kilomba is a certified lawyer at the Bar of South Kivu and Executive Director of Kilomba Somali Law Firm in Bukavu, South Kivu. As a human rights activist, he chairs the Congolese Center for Transitional Justice and Human Rights and Human Security. He has authored numerous publications in this regard. The second aspect we'll be looking at will be the damning effects of the conflict on the civilian populace. Several prominent issues need to be highlighted, including the lived experience of victimized communities, the profound and sometimes invisible impacts of the crisis, and the emerging trends or solutions which we identify to help us to find a sustainable way out of this situation. This will be facilitated by a lady who has lived this conflict. She's working in the heat of this conflict right now in the region. She is Ms. Dule Mokonya Gladys, a lawyer and women and human rights defender. She's also the program coordinator at Action pour les droits solidaires in Goma, DRC, and a member of the civil society group Africa Reconciled. Finally, we'll be reviewing the regional dimensions of this conflict, looking at it from the perspectives of peace processes, negotiations, as well as the transitional justice issues and perspectives which abound. This will be facilitated by Prof. Mutoe Mubiala, who is a professor of international human rights law at the Faculty of Law and a former human rights officer at the UN between 1994 to 2019. From 2021 to 2022, he worked as a legal advisor to the panel supporting the African Union facilitation of the tripartite negotiations between Egypt, Ethiopia, and Sudan. In August 2024, he was appointed as a member of the African Union Reference Group on Transitional Justice in Africa for the period from 2024 to 2027.
He was subsequently elected as the coordinator of the group by his peers for the first year of the activities. He has a master's, a PhD in international law from the Graduate Institute of International Development Studies in June 1994. He has also published several books, articles, and book chapters, including some on the Great Lakes region. Without much further ado, we would like to invite Prof. Kilumba Somali Adolf to walk us through why this conflict continues to go on. Why does it not want to go away? What really drives this conflict? Prof. Kilumba, over to you. You've got 20 minutes. Please try to speak also slowly for the interpreters. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Bobwin. And good morning, everyone, once more. And I'm really glad to be here to make this presentation on the drivers of conflict in DRC. Why are we still having this conflict over 3 decades now? So my presentation will be based on the historical background. Then I will speak of drivers of conflict. Then I will say a word on geopolitical implications of the conflict. Then we'll conclude with some observations. So as we don't have a lot of time, I will really be brief. And when we'll have discussion, we'll debate. So I will be ready to address some questions that I will have from you people. So the Eastern DRC has witnessed armed conflict for 3 decades now, with the recent onslaught by the M23 taking control of, key cities in the eastern, like Goma, Bukavu, and they are still making progresses threatening the whole country. So the issue is really serious. And as you know, the conflict in DRC stemmed from ethnic tensions linked to the Rwandan genocide in 1994. Of course, we have political and corporate, corruption, lingering effect of Western colonialism exacerbated by raw resources issues. So that's the historical background. So we start from 1994 with the Rwandan genocide that destabilized the region. Then why do we have conflict? Because it is now, more than, let's say 30 years. We are still struggling with this conflict in the eastern part. The eastern part, which is really unstable. And when the eastern part is unstable, it means that the whole country will not, survive and live in peace. So what are the drivers of the conflict? That's the second point of my communication. Of course, we have a lot of drivers of the conflict, but for these presentations, I will point out some political, economical, military, and also technology. So the causes will be based on politics, economics, the military, and on technology, because the following point will be about some geopolitical implications. So speaking of political causes, political drivers of the conflict in DRC, I would first say that the problem of this country, from my understanding, most of them come from inside the country. They are not coming from outside the country. So that's the way I understand the dynamics of conflict here in the country, because if the causes were addressed seriously from the internal perspective, maybe we would have had the country, better than it is right now. So among the political drivers, we have the lack of political culture to serve the country and the public interest. Usually when,
someone is contesting to be a member of a parliament, someone is contesting to be a president of the country, first of all, it's for himself and his family. And that's what we are still seeing here. Since the early 60s to date, we see such kind of, behavior, and it doesn't help. The second driver is the lack of a strong leadership, to lead the country. And in speaking of, a strong leadership, I mean the leadership in public service delivery. The country is here, but, public services are really, they do not exist, I would say. And where we can have them, it means that the quality is not there. Another driver is the excessive greed of political actors. And that, is setting the scene for all the issues related to good governance of the country. We don't have a good governance here. Resources of the country are squandered and taken by, a small group of people. Then we have another political driver is about the personalization of the political power. When someone gets the power here, he starts thinking, changing the constitution, changing all the rules, and that such kind of behavior does not help. So then we have a lack of credible transitional justice process as well, because, we have had more than, millions, 10 millions of people being killed, being tortured, being displaced. And we have not addressed all these issues. So it is only through transitional justice that, we can address efficiently those issues. Then we have, the economical dimension. So everybody knows, and I repeat it here, the majority of Congolese people are languishing under misery and poverty, despite, all natural resources that the country has. Then the disparity between the richness of the DRC in coltan, cobalt, gold, diamond, and other valuable minerals, and the often crippling poverty that visit many Congolese people. The disparity is striking. And to quote the World Bank, we now know that nearly 3/4 of the country, million citizens live on less than $2 per day. So the country's GDP per capita is at less than $630, ranks among the lowest globally, even as the company that rely heavily on Congolese mineral rake in $1 trillion annually. So the poverty is everywhere. So when militias are created, they can easily recruit because the country is home to, vulnerable people. So economically speaking, that's another driver of conflict. In terms of the military, I would say that we have not undergone serious reform in the state security apparatus. In terms of salaries of soldiers, Congolese soldiers and security forces are not well treated. And I will get back to that when we have, the session of questions. The basic services for the military are not available in terms of healthcare, housing, and equipment. And the continuous training of people, of troops. That's why today we have a serious issue to control the overall Congolese territory. Then in terms of technology, Congo is home to coltan and cobalt. We are coltan and cobalt producers and other minerals. But the country does not invest in factories that can transform locally those minerals.
So we are here to export raw materials without creating added values. It means that people are jobless and the insecurity is still, increasing because several areas are controlled by militias. So we have all these things that, support the progress of technology in the world, but the place they originate from, there is not factories for that. The internet, as I'm speaking here, all yesterday I was just struggling with this, saying, how do I fix this issue? Because I will be holding a conference and I hope it will not betray me. So the internet remains unavailable, and where it is, the quality is lower. What the rate of public investment on that? We don't have and we don't know. Then the administration is not digitalized, as well as the overall payment system. So in terms of technology, the Congo is not doing well. So the third point of my communication is about the geopolitical implications of all these conflict drivers. As you know, the fundamental of geopolitics begin with, the unique imperative and constraints of nation state. They involve looking at all the attributes that affect a country or a region, dissecting each piece in order to better understand its implication. Then putting them back together and painting a picture clear enough for others to understand. Of course, it is easier said than done, to be sure. But what I would like to say here in terms of geopolitics implications, we are in the regions, and all these conflict drivers produce a shaky country, a country which is really weak, the country that is not able to confirm its sovereignty across the region. The voice of the country is not heard. And when people go to do advocacy to the UN, to regional organizations, we are not sure that the voice of this country will be really heard. And the country is known to be among the most corrupt, a country where poverty is, everywhere. And in terms of international relations, the country is really weak and its position always difficult. Then it means that the Congolese leaders should address internal causes, internal drivers of conflict, to get a good position at the international arena. Then to conclude, I would say that to solve this issue, as I said earlier, the problem is, more internal than international. That's my understanding. Then, first of all, we should start by respecting the constitution of the country, telling those leaders of the country that once they are there, they should not seek for a third term, because we had that debate when Kabila was there. Then we have it again, and we have seen now how the rebel groups, among them the M23, are now saying we are fighting to protect the constitution. So first of all, we should start by that. Then improve the governance of the country to reduce the poverty and improve public service delivery. Digitalize the administration to increase control of state resources and reduce corruption. Reform the army to make it stronger so that it might be able to protect the country and provide security and stability for a long term. Thank you for your attention, and over to you. I'm ready to receive questions so that I can, improve some insight that I provided. Thank you so much. Thank you very, very much, Prof. Kilumba, for your very brilliant presentation, and you presented in
record time. It's very much appreciated. At the end of the presentation from all the panelists, we'll have a brief question and answer session. In the meantime, I enjoin all of us to take note of the translation icon at the bottom of our screen. If you're a French speaker, there's a French option, and if you're an English speaker, you remain on this original audio. And the next panelist is going to be Ms. Gladys Mukonya. She is working currently in the crisis-affected region of Goma. She's going to share with us perspectives from the lived realities of the victims in this area. So Prof. Kilomba has walked us through what drives this conflict. Now we're going to understand what is the impact of this conflict on the people in the said region. Madame Gladys, si tu es prêt, on vous attend. Bonjour à tous. Just give Je a suis second. prête. Ms. Gladys is going to present in French. So please, I enjoin all of us to join the English translation. Thank you. Yeah, Gladys, tu peux continuer? Merci beaucoup. Je suis Gladys Mukonga. J'ai vraiment un sérieux problème de connexion ici à Goma, mais je tentais quand même de me connecter avec mon téléphone. Je ne sais pas vraiment si l'image de ma caméra, elle sera vraiment efficace, mais je vais quand même essayer de le faire. Dites-moi, s'il vous plaît, si le son, vous me captez? Je vous capte 5. Ah, d'accord. Je suis là. Vous parvenez à me voir aussi? Bonjour. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Ah, d'accord. Merci. Je suis Gladys Mukonga, comme on vous l'a dit tantôt. Je travaille pour une organisation humanitaire œuvrant à Goma, Action pour le droit solidaire. Et nous travaillons directement avec les victimes de cette crise qui traverse la République démocratique du Congo et qui touche en grande partie sa partie est. Alors, comme le prédécesseur l'a dit tantôt, ces conflits, cette crise est multidimensionnelle, mêlant le conflit armé, l'instabilité politique, l'élite ethnique et l'exploitation illégale de ressources naturelles. Mais on va ici, je vais ici vraiment moi développer l'aspect conflit armé parce que ces conflits armés a touché en grande partie la population vivant à Goma, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu et toute la partie Est, dirais-je, de la République démocratique du Congo. Alors, parlant des impacts de la crise, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps n'est pas vraiment suffisant, mais je vais donner vraiment les grandes lignes des impacts de la crise sur la population civile. Je vais évoquer premièrement ici la crise humanitaire, les déplacements massifs et la perte de moyens de subsistance de population. Des dizaines de milliers de personnes ont fui Goma et se sont réfugiées dans le pays voisin, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et l'afflux de ces déplacés a fait à ce qu'ils ne puissent pas trouver les conditions adéquates dans lesquelles ils seront mis pour pouvoir aller chercher de la sécurité comme ils ont tenté de le faire en traversant la frontière. Beaucoup sont confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles, sans abri adéquat, sans nourriture ou sans soins médicaux. Heureux ceux qui se sont dirigés vers les familles d'accueil. Mais comprenez aussi que cela devient un fardeau pour ces familles d'accueil qui n'ont peut-être pas ces moyens de subsistance nécessaires à pouvoir même les tendre à ces populations qui sont venues demander de l'aide auprès de ces familles. Je vais aussi ici évoquer une autre question, celle de retour des populations vivant dans les sites aux alentours de Goma. Lorsque la crise s'était intensifiée dans le village autour de Goma, les populations ont fui vers Goma
craignant pour leur sécurité, disons. Et ces populations, après la prise de Goma par les rebelles du M23 récemment, ces populations se sont senties dans l'obligation de pouvoir regagner leur milieu d'origine. Et comprenez qu'ils sont regagnés dans leur milieu d'origine sans aucune précaution. Donc, ils sont aujourd'hui confrontés à plusieurs difficultés et cela engendre des conséquences humanitaires graves. Entre autres, le manque de sécurité, de protection, le manque de nourriture, d'eau potable, d'abri adéquat. Et certains retournés ont trouvé leur maison et leurs champs déjà occupés par de personnes inconnues. Une situation aussi qui est en train d'agendrer le conflit foncier entre les populations retournées et celles qui, jadis, avaient occupé leurs champs et leurs maisons après leur fuite vers la ville de Goma. Cette crise a aussi eu des impacts sur l'économie de la population, mais aussi de toute la ville en général, parce que toutes les banques, les institutions financières et entreprises de Goma sont restées fermées, entraînant une crise des trésoreries et laissant de milliers de personnes au chômage et au manque de moyens de servir. Également, aujourd'hui, dans la ville de Goma et aux alentours de la ville, nous assistons à une circulation d'armes incontrôlée. Et cette circulation d'armes incontrôlée est à la base de plusieurs violations contre les civils. Nous citons ici le harcèlement, les exécutions sommaires, les enlèvements de jeunes, les coups et blessures, le viol, les intrusions dans les maisons, les extorsions des biens de valeur de la population. Et ces violations qui sont fréquentes et répétées viennent créer au sein de cette population des traumatismes socio-psychologiques parce que ces civils vivent dans la peur constante des attaques et de toutes sortes de violations de droits humains. Et nous avons renseigné ici les données de rapport d'Action contre la faim, une organisation internationale qui travaille dans la ville de Goma, qui a renseigné que cette organisation plutôt a pris en charge des milliers de personnes qui ont souffert de traumatismes socio-psychologiques liés à la guerre. Du coup, à cause de plusieurs violations, à cause de perte de moyens de subsistance et tout, ils ont chuté plutôt dans le trouble des stress post-traumatiques et pour certains, la dépression. Je vais ici évoquer aussi l'impact sur le plan médical. Les hôpitaux à Goma et aux environs de Goma, c'est-à-dire dans le Nyiragongo et une partie de Masisi à Sake, à quelques kilomètres de la ville de Goma, les hôpitaux sont submergés de blessés, dont de nombreux civils. Ces infrastructures médicales peinent à faire face aux besoins croissants de malades. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les pillages des entrepôts pharmaceutiques à Goma a sévèrement impacté la situation sanitaire. Je vais aussi revenir sur la question de violence sexuelle et basée sur le genre, parce que c'est une question vraiment très sensible et cruciale dans le conflit armé, parce que ces violences sexuelles et basées sur le genre sont par moments utilisées comme tactique de guerre. En janvier et février 2025, l'UNICEF a rapporté que près de 10 000 cas de violences sexuelles ont été documentés à l'est de la RDC, dont 35 à 45% concernaient les enfants. De nombreuses femmes et jeunes filles sont atteintes des maladies sexuellement transmissibles, les VIH-Sida et le grossesse indésirable.
Nous avons, à l'issue de toutes ces situations, formulé quelques recommandations parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile et travaillant directement avec les personnes touchées par ces conflits, nous voyons comment le désespoir règne dans la vie de ces personnes. Donc, ils sont comme si, je ne sais pas, déjà mortes alors qu'ils vivent. Ils traversent des situations invivables, ils traversent des situations qui sont vraiment, qui pèsent vraiment sur leur développement socio-économique. Nous allons proposer ici certaines recommandations parce que nous, en tant que société civile, nous voulons vraiment que ces souffrances des populations s'arrêtent. Nous voulons vraiment que ces souffrances des populations prennent fin. Nous pensons que c'est vraiment nécessaire d'encourager le processus de paix en cours et qui va aboutir à la recherche, plutôt qui va aboutir à une paix durable, parce que les populations civiles n'ont que besoin de la paix durable. Les populations civiles n'ont pas besoin de savoir par quels moyens toutes les parties prenantes au conflit et les médiateurs vont trouver solution, mais ont seulement besoin de la paix et une paix qui est durable, mais aussi une paix qui laisse à l'abri les vies humaines. Nous avons aussi demandé à la communauté internationale de soutenir une réponse intégrée, durable, impartiale à la crise en République démocratique du Congo, centrée sur la protection des civils, la résolution pacifique de conflits et le renforcement des institutions démocratiques et sécuritaires. Spécialement à la MONUSCO, la SADC et l'EAC, de renforcer la coordination interinstitutionnelle pour une solution politique inclusive et régionale. Nous avons aussi proposé l'amélioration de l'accès humanitaire et aux services sociaux de base, réhabiliter les infrastructures scolaires et sanitaires dans les zones affectées, développer des programmes de soutien psychosocial pour les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, soutenir aussi la société civile et les initiatives locales de paix, c'est-à-dire en finançant et accompagnant les associations locales engagées dans la reconstruction sociale, parce que ces associations font déjà un grand travail, font déjà un travail remarquable aux côtés des populations en détresse. Nous avons aussi formulé une recommandation par rapport à la lutte contre l'impunité de crimes contre l'humanité, ici avec l'approche de la justice transitionnelle. Ça pourrait contribuer à régler les différends, promouvoir la responsabilité et ouvrir la voie à une paix durable. Nous n'avons pas aussi nous arrêter par là. Nous avons formulé une recommandation à l'organisation qui est en train de tenir cette activité. Nous recommandons vivement au Centre for the Study of Violence and Reconciliation, engagé dans la promotion de la paix durable au niveau communautaire, national, régional et mondial, en comprenant, en prévenant et en traitant les effets de la violence et des inégalités, d'accorder son soutien à la République démocratique du Congo en mettant en œuvre des initiatives spécifiques des préventions et des réponses aux différentes crises auxquelles la RDC fait face. En concluant, je dirais qu'au cœur de cette tragédie, la population civile est la première victime, exposée à des violences répétées, à des déplacements forcés, à l'extrême pauvreté et à l'absence des services de base.
Ces souffrances ne sont pas uniquement les conséquences collatérales d'un conflit. Elles sont devenues un mode de survie imposé à un système défaillant où l'État peine à assumer ses responsabilités fondamentales. La crise de la République démocratique du Congo, affectant grandement sa partie Est, n'est pas seulement une crise sécuritaire, mais aussi une catastrophe humanitaire qui s'aggrave et qui touche des millions de personnes. Face à cette situation, il ne suffit plus de dénoncer les violences ou d'apporter une aide ponctuelle. Il est impérial de repenser en profondeur les approches de résolution de conflits en plaçant les besoins et le droit des civils au centre de toute stratégie. Une intervention internationale immédiate est nécessaire pour mettre fin au combat, fournir de l'aide aux personnes déplacées et stabiliser la région. C'est en redonnant une voix, une sécurité et une dignité aux populations que la RDC pourra envisager un avenir de paix durable. Et j'ai dit à la fin que sans paix durable, les habitants de Goma resteront prisonniers de la peur et de la précarité. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre indéfectible attention. Thank you for your time and attention. Thank you, everybody. Thank you so much for your very, very brilliant presentation and really bringing to fore the community aspects of this conflict. Sometimes when we talk a lot about conflict, we reduce it to the militias, we reduce it to the state institutions, the African Union and international partners who are looking for sustainable solutions. And then we forget about the civilian populace, the people who are in fact caught within this web of the conflict, those who are suffering the lived realities, those are the ones who are not on the table. Those are the ones who are struggling in terms of the security situation, the forced migration, forced displacement. And it's like you rightly said, it's not only a security crisis, it is also a humanitarian crisis. So I'd like to thank you again so much for bringing, for putting forth for everyone to see the dire situation of the ordinary Congolese citizen. Now we would like to invite Prof. Thank you. We'd like to invite Prof. Motoy Mobiala, who is going to bring some understanding from a perspective of the regional processes around this conflict, and is also going to shed some light on a transitional justice approach to resolving this crisis. I think, Prof, over to you. Thank you. Thank you, Valerie. Thank you very much for this invitation to attend this important meeting and timely meeting. I think that I will take into account the interest of time. I will speak in French. My text is in English, and I will share it with you for maybe publications. But for the moment, I think that it is important that the audience in the DRC follows my interventions, because I am focusing on two aspects, very important aspects: the peace processes regarding the conflict in Eastern Congo, DRC, and also the TJ, Transitional Justice Perspective. Merci beaucoup, Valérie. Donc, j'ai dit que je vais m'exprimer en français, et d'abord à cause du temps, pour aller vite. Et mon texte est en anglais et je vous le ferai parvenir le moment venu. Je vais m'appesantir sur deux aspects. Le premier aspect est relatif aux nombreux processus de paix concernant la situation actuelle dans l'Est de la RDC, mais aussi aux perspectives concernant la justice transitionnelle. Et comme vous le savez, les perspectives régionales de la crise sont aussi importantes que la dimension interne. J'ai bien suivi mon ami le prof Kilomba qui a parlé des facteurs internes. Oui, les facteurs internes de la crise au Congo sont réels,
Mais il est vrai aussi que les États voisins, certains États voisins, en particulier le Rwanda, en profitent énormément pour pouvoir, disons, amener leur agenda. Et un agenda qui est fondamentalement tourné vers le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et comme il a été démontré par de nombreux rapports des experts, y compris des Nations Unies, pas plus tard qu'hier, Global Witness venait encore de publier un rapport concernant le rôle, disons, joué par une entreprise multinationale basée au Luxembourg dans l'achat du coltan venant notamment de l'exploitation de Rubaya. Donc, ça, c'est une dimension importante. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale, parce qu'il y a une dimension régionale importante à la crise, surtout la crise de l'Afrique, et on fait pour répondre à cette crise-là? Je ne reviendrai pas sur le dispositif sécuritaire qui existe depuis qu'on a adopté le pacte de Nairobi sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs en 2006, et qui a été complété par l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 sur la paix et la sécurité et la coopération dans la région de RDC et dans la région des Grands Lacs, parce que ces instruments et mécanismes ont échoué. Ils ont échoué pourquoi? Parce que dans chacun de ces instruments, que ce soit le pacte de Nairobi ou l'accord cadre d'Addis Abeba, il est bien interdit aux États de la région de pouvoir s'attaquer à l'intégrité territoriale des autres États. Et curieusement, le Rwanda a systématiquement et de façon flagrante violé cette obligation qui est couchée dans les textes internationaux que je viens de mentionner. Cela dit, depuis que le conflit a commencé, le nouveau conflit donc, du M23 a débuté en novembre 2021, il y a eu des efforts des États de la région et d'ailleurs pour pouvoir mener un certain nombre de processus de paix. Le premier effort qu'on pourrait qualifier de notable, donc le plus important, est sans aucun doute le processus de Luanda, est mené sous l'égide de l'Union africaine par le président João Lourenço d'Angola. Ce processus consistait justement à négocier un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, étant donné que il a été prouvé que le Rwanda était impliqué à un grand niveau dans le conflit armé qui s'est passé à l'est de la RDC. Malheureusement, ce processus n'a pas réussi, étant donné que le 15 décembre 2024, alors qu'on attendait le président Kagame pour signer l'accord de paix, le projet d'accord qui avait été préparé par les deux délégations ministérielles des deux pays, à la place, le président Kagame n'est pas venu et a posé une condition sur des négociations préalables directes entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda. Et comme on le sait, le gouvernement de la RDC estime qu'il n'a pas à négocier avec des pantins, donc des gens qui travaillent, donc le M23 étant considéré comme un mouvement, un groupe instrumentalisé par le Rwanda justement armé et protégé, en fait, soutenu militairement par le Rwanda comme il a été prouvé. Alors, cela, évidemment, a compliqué les choses. À côté du processus de Rwanda, il y a eu aussi un processus qui avait été en fait initié par la RDC elle-même. Donc, concernant un dialogue entre le gouvernement et les groupes armés qui sont très nombreux dans le contexte du conflit que nous mentionnons, pour déposer les armes et puis, disons, entrer dans un processus de désarmement, de mobilisation et de réintégration communautaire. Et processus auquel, d'ailleurs, le M23, disons, s'est retiré, et duquel plutôt le M23 s'est retiré, étant donné que le M23 a préféré la voie du conflit armé, la voie des hostilités armées. Alors, ce processus a été placé sous l'égide de l'East African Community.
et à laquelle la RDC a adhéré récemment. Et alors, nous avons déjà 2 processus au niveau africain qui étaient des processus en fait parallèles malgré l'effort qui a été fait pour coordonner les 2 processus, mais qui n'a pas été vraiment concluant dans la mesure où on a vu que le processus de Nairobi traînait un peu le pas. Jusqu'à ce que, finalement, il y a eu cet échec donc, de Rwanda en décembre 2024. Mais en même temps, comme l'avait souligné, disons, Anna, dans l'introduction à ces webinaires, étant donné que dans le cadre du processus de Nairobi, l'East African Community avait déployé une force régionale en 2022 en RDC et pour appuyer donc tout simplement le processus de réintégration des groupes armés, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu confiance entre la force régionale de l'East African Community et les populations locales sur place et qui ont soupçonné cette force-là d'être de connivence avec notamment le M23. Et cela a abouti, disons, à l'expulsion ou à la fin de la mission de l'East African Community Regional Force dans la région en fait, concernée et l'appel par la RDC à la SADC de pouvoir déployer la SAMIR-DC. Bon, donc vous voyez déjà qu'au niveau régional, il y a eu un antagonisme ou une compétition qui s'est installée entre l'East African Community et la SADC. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose pour un processus de paix. Donc, non seulement il y a 2 processus engageant plusieurs organisations internationales, l'Union africaine, l'East African Community, SADC, mais dans les 2 processus qui sont déjà pratiquement processus parallèles, il y a des antagonismes qui se développent. Donc, ça, c'est la multiplicité des processus de paix a été contre-productive dans le cadre de la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Alors, plus grave, lorsque il y a eu échec du processus de Rwanda, le Qatar est apparu. Le Qatar est apparu, bon, évidemment, le 25 mars de cette année, l'émir du Qatar a réussi à faire venir les 2 présidents du Rwanda et de la RDC, ce qui n'avait pas réussi. En fait, le 15 décembre, le médiateur officiel de l'Union africaine, donc le président angolais. Alors, est-ce que c'est un processus de paix de trop ou de plus qui vient déjà, disons, qui vient compliquer déjà la multiplicité des processus qui existent, ou c'est une chance, peut-être que le Qatar ayant un peu plus de leverage, comme on dit en anglais, ou de levier sur le plan financier, qui pourrait faire réfléchir éventuellement la partie rwandaise, qui est apparemment en très bonne coopération avec ces pays. Et voilà, une autre qui s'ajoute, et cela aussi n'a pas été bien vu par la communauté africaine parce que, comme vous le savez, il y a une nouvelle doctrine de l'Union africaine qui veut que les problèmes africains soient résolus à travers des mécanismes africains. Donc, African Solutions to African Problems. Donc, cette doctrine-là a été un peu énervée par l'arrivée du Qatar sur la scène diplomatique concernant le processus de paix dans l'est de la RDC. Cela dit, il semblerait, en voyant les événements, que le Qatar a non seulement réussi à organiser une réunion entre le président Tshisekedi et le président Kagame, mais aussi au moment où nous parlons, probablement que les délégations gouvernementales de la RDC et les délégués du M23 se rencontrent à Doha, probablement. Donc, comme c'est assez confidentiel, on ne peut pas dire exactement ce qui se passe. Mais cela dit, cela démontre qu'il est important de pouvoir quitter cette multiplicité de processus de paix, en fait, qui nuisent, trop de processus de paix nuisent à la paix en réalité. Donc, trop de médiation peut nuire à la paix. Alors, je crois qu'il est important de saisir l'occasion, l'opportunité qui nous a été donnée par l'Union africaine
de désigner un nouveau médiateur pour pouvoir remettre en ordre toutes ces interventions. Et je pense que le leadership devrait rester avec l'Union africaine, quitte à ce que, surtout que le président, l'ancien médiateur, le président angolais, est devenu président en exercice de l'Union africaine, il pourrait mieux coordonner, disons, en fait, la politique de l'Union africaine avec la médiation, la nouvelle médiation qui est menée par le président togolais. Donc, c'est important de privilégier la médiation africaine, ça c'est important, mais il ne faut pas non plus négliger l'apport du Qatar, donc la négociation du Qatar, parce qu'elle peut à un moment servir la médiation africaine dans la mesure où le Qatar peut obtenir du Rwanda ce que l'Union africaine n'est pas arrivée à obtenir du Rwanda. Et ça, c'est important. Donc, on peut avoir deux tracts. Donc, deux tracts. Premier tract, donc, la négociation entre le Rwanda et la RDC, le processus de Rwanda devrait continuer parce qu'il y a un conflit international qui existe. Mais cela peut être complété par la négociation entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Il faudrait qu'il y ait deux accords de paix. Un accord de paix entre le Rwanda et la RDC et un accord de paix entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Du reste, le M23 devrait, disons, être, donc, en fait, s'impliquer éventuellement dans un processus de paix interne ou de dialogue interne, tel que le dialogue qui est prôné par les deux églises, donc la Senko et l'église du Christ au Congo, donc qui n'a pas encore commencé, mais le Forum pour la paix. Il faudrait peut-être que ce mouvement rebelle, en fait, soi-disant rebelle, puisse intégrer cette dynamique-là. Voilà pour ce qui concerne le processus de paix. Mais ce qui est étonnant dans ce processus de paix concernant l'Est de la RDC, c'est qu'on ne s'occupe pas de l'impunité, on ne s'occupe pas des crimes internationaux qui sont commis. Il y a beaucoup d'atrocités qui ont été commises dans ces contextes-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces atrocités-là? On ne peut pas les laisser comme ça parce que ça risque d'être toujours une cause profonde de conflit dans la région. Donc, il est important que la CPI, la Cour pénale internationale, qui a déjà été saisie par la RDC sur la situation dans l'Est de la RDC, puisse non seulement s'occuper de poursuivre les auteurs présumés de ces crimes, mais puisse aussi élargir son mandat au Rwanda. Parce qu'il y a un aspect transfrontalier des crimes qui ont été commis dans ce contexte-là. Donc, cela a été fait ailleurs, par exemple, dans le cas de l'Ukraine avec la Russie, cela a été fait aussi ailleurs, dans le cadre de Gaza avec Israël. Je ne vois pas pourquoi la CPI ne devrait pas élargir son agenda sur le Rwanda en ce qui concerne la saisine récente de la RDC concernant la situation dans l'Est, dans sa partie orientale. Et enfin, si la CPI ne le fait pas, je crois qu'il est important que l'Union africaine prenne l'initiative probablement d'instituer une juridiction pénale ad hoc régionale qui serait par exemple basée à Arusha pour poursuivre une juridiction pénale sur l'Est de la RDC. Donc, qui pourrait être basée à Arusha pour poursuivre les crimes qui ont été commis dans ce contexte-là. Et alors, pour répondre aussi aux causes profondes de conflits dans cette région, je crois qu'il est important d'envisager éventuellement, on en a certainement parlé dans le passé, mais l'occasion faisant le larron, il est important peut-être d'instituer une commission vérité et réconciliation de caractère régional, donc qui pourrait écouter les États, les acteurs, la société civile et tout le monde sur le mot dont souffre la région des Grands Lacs et surtout arriver avec des solutions qui pourraient éventuellement fonder la réconciliation dans la région. Voilà, j'ai fini à ce niveau-là et donc je suis disposé à recevoir des questions concernant mon intervention. Merci beaucoup. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Prof. Mutor.
Thank you for your very brilliant presentation and also for highlighting the importance of a transitional justice approach in addressing this conflict. So we are not only looking at addressing the conflict in having a negative peace, which is basically the absence of war, but more of a positive peace which addresses the root causes of the conflict. So we need to address the underlying causes of this conflict, which requires a transitional justice approach, like the Truth and Reconciliation Commission, which you just mentioned, and also highlighting a trauma-informed approach, the MHPSS, which also reviews the trauma suffered by the victims of this violence, of this crisis. We cannot be talking about reconciliation without addressing this trauma.